Il faut bien comprendre que l'on applique à la Russie quelque chose qui est différent de ce qu'on appliquait même à l'autre. L'armée russe est, je dirais, beaucoup trop forte pour l'armée ukrainienne. Et je rappelle une chose, c'est que les Russes, les militaires russes, n'ont pas engagé la totalité des forces qu'ils ont. Elle a une puissance de feu qui est en train, littéralement, d'user la puissance de feu de l'armée ukrainienne. Et je pense qu'on peut faire confiance là en ce que raconte le chef d'état-major. L'armée ukrainienne, en tant qu'armée, va s'effondrer. Je pense que l'interdiction qui a frappé RT comme celle qui a frappé Sputnik est tout à fait scandaleuse, tant dans le droit que dans les faits. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et se refuser à écouter ce que dit l'autre pose toujours un très grave problème pour le pluralisme de l'information. Dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte particulier que nous vivons, mon invité est en quelque sorte un réprouvé. L'économiste Jacques Sapir est non seulement un spécialiste des questions monétaires, plus spécifiquement de l'euro, mais aussi un spécialiste de la Russie. Ancien chroniqueur à ART, qu'il a quitté avant sa mise hors circuit dans toute l'Union européenne, il est considéré, en tout cas par ses détracteurs, comme proche des vues du Kremlin. Mais à titre personnel, je considère qu'il est avant tout un bon connaisseur de la Russie, de sa société, de son économie. Et je considère aussi qu'il est important d'ériger des barrières contre la tentation de la chasse aux sorcières qui nous guette. J'ai donc demandé à Jacques Sapir de venir nous parler de son regard sur la guerre en Ukraine, sur la Russie dans la guerre en Ukraine et sur la meilleure manière de faire advenir la paix. Jacques Sapir est auteur de nombreux livres, dont le dernier est celui-ci, Le Grand Retour de la planification, paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors j'aimerais qu'on commence cette conversation par votre décision de cesser de collaborer avec RT, anciennement Russia Today, aujourd'hui censurée dans toute l'Union européenne. Vous êtes parti avant la mise hors jeu de cette chaîne. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Parce que condamnant l'intervention russe en Ukraine, et la condamnant fermement, je ne pouvais pas, avec dignité, continuer d'accepter de l'argent d'un gouvernement dont je récusais l'action. Donc c'est vraiment pour cela que j'ai envoyé un mail, parce que maintenant on ne fait plus ça par lettre, on fait ça par mail, à la fois à la direction de RT France, mais aussi à celle de Sputnik, car je travaillais aussi pour Sputnik, pour leur dire que je suspendais mon travail avec eux jusqu'à plus ample échéance. Bon, il se fait que ces deux médias ont été interdits, mesure que par ailleurs je condamne. Autrement dit, ma décision, elle est strictement personnelle, mais je pense que l'interdiction qui a frappé RT comme celle qui a frappé Sputnik est tout à fait scandaleuse, tant dans le droit que dans les faits. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et se refuser à écouter ce que dit l'autre pose toujours un très grave problème pour le pluralisme de l'information. En gros, donc, vous n'avez pas cessé de considérer que RT et Sputnik étaient des médias d'influence pour la Russie, comme France 24 ou RFI sont des médias d'influence pour la France, et vous considérez que ce gouvernement, finalement, vous ne voulez plus être lié à ce gouvernement. Oui, c'est vraiment pour cela que j'ai décidé de ne plus continuer mon travail. J'ai dit, je condamne très fermement l'intervention russe en Ukraine. J'explique d'ailleurs dans un texte qui a circulé pourquoi je considérais que les soi-disant raisons n'en étaient pas, que les raisons qui étaient données par le gouvernement russe ne me semblaient pas justifiées. Mais par ailleurs, je considère qu'il était important de maintenir un lien et surtout de pouvoir écouter l'autre. Mais ça va dans les deux sens, parce que la conséquence de cette interdiction, ça a été l'interdiction de toute une série de chaînes européennes en Russie. Et potentiellement, des menaces contre les journalistes russes qui avaient travaillé avec ces chaînes. Donc je pense que ça a été non seulement une décision erronée, mais c'est une décision aussi dangereuse. Alors, quelque part, on peut vous dire, vous saviez que ce sont des médias finalement affiliés à un État, que cet État n'était pas un État forcément très démocratique et que même avant, toucher de l'argent ou travailler pour des médias d'un pays qui ne se caractérise pas par le caractère démocratique de ses institutions peut être considéré comme un problème. Oui, et en quoi
quand on est un journaliste malien, congolais, travailler avec France 24 est-il justifiable compte tenu de l'action de la France en Afrique? C'est exactement le même problème. Car, moi je suis d'accord, c'est pas moi que vous le direz. Si vous voulez, il y a immédiatement le problème qui se pose. On dit que nous sommes un pays démocratique. Alors c'est vrai que nous avons des éléments de démocratie, c'est tout à fait évident. Mais sur d'autres terrains, il n'y a pas vraiment de démocratie. Or, ces frontières, une nation démocratique ne l'est pas. Voilà. Et même parfois, à l'intérieur de ces frontières, il y a des choses qui sont extrêmement limites par rapport à la démocratie. Alors, bien entendu, par rapport à la Russie, on n'est pas au même niveau. Mais il faut aussi savoir que la Russie, qui est l'héritière de l'URSS, et avant l'URSS, qui est l'héritière de l'Empire tsariste, n'a jamais connu la démocratie. Et que donc, c'est bien dans un processus, bien sûr, contradictoire, avec des avancées, des reculs, que peut se développer, justement, cette notion de démocratie. Moi, la seule chose sur laquelle j'aurais pu refuser à un moment donné, avant justement l'intervention russe, de travailler avec RT et avec Sputnik, c'est si on m'avait mis des limites à mon travail. Or, et là je dois, si vous voulez, vraiment remercier que ce soit la direction de RT France ou la direction de Sputnik, de Sputnik France, jamais on n'a mis de limite à mon travail, sauf la limite classique que ces chaînes ne voulaient pas que ce que je puisse dire à l'antenne puisse leur être reproché d'un point de vue légal. Mais ça, c'est une clause qui existe, je dirais, sur tous médias. Bon. Donc on m'a laissé parfaitement libre du choix de mes émissions. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Après, évidemment, RT comme Sputnik, ce sont des chaînes d'État russe, plus exactement, c'est une société française, mais qui est liée à une société russe, qui, elle, est une société d'État. Le budget de RT, comme le budget de Sputnik, est voté par le Parlement de Russie. D'ailleurs, très facile, il suffit de regarder dans le cadre des votes qu'est-ce qui a été voté au terme du ministère de la Communication. Et donc, d'une certaine manière, il n'y avait pas de différence sur ce point entre travailler avec la BBC internationale ou travailler avec, justement, en France 24. Je dois dire que j'ai, par ailleurs, travaillé avec d'autres organes de presse, et je continue de travailler avec d'autres organes de presse, un organe de presse américain qui s'appelle World Oil. Comme on peut le comprendre, c'est une revue qui est très intéressée sur les questions pétrolières. Ça ne veut pas dire que j'en approuve nécessairement la ligne, mais ça veut dire qu'on me laisse parler et je me saisis de cette possibilité pour pouvoir faire des tribunes sur des sujets qui m'intéressent. Justement, en parlant de la construction d'une sorte d'antagonisme radical entre nos pays de l'Union européenne et la Russie, il a été question notamment de l'arrêt de toute collaboration scientifique avec des institutions universitaires russes et des chercheurs russes, et c'est quelque chose que vous avez désapprouvé. Oui, tout à fait. Alors là, je trouve que la position qui a été prise par le CNRS, qui est de suspendre toute activité scientifique avec la Russie, est une décision profondément stupide, pour plusieurs raisons. Alors la première raison est une raison, je dirais, tout simplement historique. Du temps de la guerre froide, où on avait beaucoup de choses à reprocher à l'Union soviétique, par exemple, au lendemain de l'intervention soviétique et des pays du Comecon en Tchécoslovaquie en 1968, jamais, le printemps de ce qu'on appelle le printemps de Prague, jamais il n'y a eu de rupture des relations scientifiques. Donc ça, déjà, il faut l'avoir en tête, et il faut bien comprendre que l'on applique à la Russie quelque chose qui est différent de ce qu'on appliquait même à l'URSS. Premier point. Deuxième point, c'est complètement idiot, car un certain nombre de scientifiques russes ont pris position contre la guerre, et de ce point de vue-là, maintenir un contact, maintenir des liens avec l'ensemble du monde scientifique russe était tout à fait nécessaire. Troisième point, on sait très bien que dans ces contacts scientifiques, on parle d'autre chose. On peut parler avec des scientifiques qui, même s'ils n'ont pas pris publiquement position contre la guerre, ont de très forts doutes quant aux justifications de cette guerre. Et en maintenant un contact,
on se laisse la possibilité, justement, de développer plus avant des contacts et de permettre, une fois que la paix sera revenue, et la paix reviendra nécessairement, on ne reste pas éternellement dans une situation de guerre, de reprendre des contacts, de redévelopper des contacts. Donc, que le CNRS décide de ne pas mettre un accent particulier sur la coopération avec la Russie, ça pourrait se comprendre. Mais cette décision de suspendre toute nouvelle action avec la Russie, là, elle me semble, je le redis, à la fois stupide et dangereuse. Alors pour parler de la guerre qui se déroule actuellement, on s'interroge en France sur la rationalité du comportement de Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de psychologisation, parce qu'en fait on est un peu perdu. On se demande quels sont ses buts de guerre. Alors il y a deux choses. Premièrement, il faut toujours rappeler, Vladimir Poutine ne prend pas ses décisions seul. Il est entouré par différents cercles. Alors, il y a le cercle le plus proche, qui est le cercle, ce qu'on appelle du Conseil de sécurité nationale. Après, il y a d'autres cercles qui incluent des grands industriels, des responsables d'entreprises publiques. Bon, bref, c'est bien une décision qui a été prise par l'élite russe. Bien sûr, Vladimir Poutine a un poids particulièrement important. Il est ce qu'on pourrait dire le primus inter pares au sein de cette élite. Mais s'il y avait eu une opposition, je dirais, d'une fraction majoritaire de cette élite, cette décision n'aurait pas été prise. Donc ça, déjà, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Après, sur les buts de guerre, justement, le problème, c'est que nous ne connaissons pas les buts de guerre. Ou plutôt, ces buts de guerre ont été exprimés de manière tellement vague qu'on peut tout imaginer. Je rappelle quelles sont les déclarations du Kremlin là-dessus. C'est dire, 1, nous voulons la neutralisation de l'Ukraine. Neutralisation, c'est-à-dire que ce soit un pays neutre qui ne soit pas affilié à l'OTAN. Dans l'OTAN. Bon, ça peut s'entendre, mais avait-on besoin de faire une guerre pour cela? Bien sûr que non. Après, le désarmement de l'Ukraine. Alors, là encore, ça peut se discuter, mais je rappelle qu'il y a certains pays qui ont accepté d'une certaine manière, des formes de réglementation internationale sur la nature de leurs armements. Même l'Allemagne a pendant très longtemps été dans cette situation. Donc là encore, ça ne pose pas de graves problèmes, mais ça peut toujours se discuter hors guerre. Et puis après, il y a ce que les gens du Kremlin appellent la dénazification. Et là, ce n'est pas spécifié. Alors vous comprenez, la dénazification, si vous voulez dire par là mettre les excités du bataillon Azov et de Pravi Sector derrière les barreaux. C'est quoi le bataillon Azov? Alors le bataillon Azov, c'est un groupe d'environ 4000 personnes, enfin militants. Après, il y a évidemment des sympathisants, tous les gens qui tournent autour, qui est réellement d'extrême droite et qui est en fait proto-nazi. Il se réclame des divisions de SS dans lesquelles des combattants ukrainiens étaient engagés. Bon. Et l'autre? L'autre, c'est Pravi Sector, qui lui aussi a un groupe d'extrême droite. Ces groupes, il faut toujours le rappeler, sont extrêmement minoritaires dans la vie politique ukrainienne. Donc, si c'était cela que l'on visait, là encore, il fallait demander au gouvernement ukrainien de prendre des mesures, mais ça ne justifiait pas d'une guerre. Après, qu'est-ce qu'on peut penser qu'il y a derrière ce vocable de nazification? On peut penser aussi que ce que voulaient les Russes, c'était d'une certaine manière de remplacer toute l'élite politique ukrainienne par une élite qui lui soit d'une certaine manière inféodée. Et ça, c'est inadmissible. Donc, d'une certaine manière, en maintenant l'ambiguïté sur ces buts de guerre, d'une certaine manière, le gouvernement russe provoque une incertitude qui, évidemment, ne peut que dresser contre lui la majorité, en tous les cas, des pays européens. Ça, c'est un premier point. Après, il y avait deux autres arguments qui ont été avancés. L'argument d'un génocide au Donbass. Alors, le mot génocide est un mot très fort. Il n'est absolument pas adapté à la situation. Bien sûr qu'il y avait des incidents constants depuis 2014. Et plus que des incidents, il y a eu même des moments de guerre, de véritables guerres. Bien sûr qu'il y a eu environ 13 000 à 14 000 morts.
dans les deux camps. Il faut toujours le rappeler. Bien sûr que l'essentiel des morts civiles ont été du côté des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Là encore, les chiffres de l'OSCE ne laissent aucun doute là-dessus. Mais combien était-il ? Depuis 2018, il y a eu à peu près 370 morts, dont 320 dans ces deux républiques. Alors oui, c'est dramatique. Oui, il est très clair que les unités ukrainiennes qui étaient en face de ces républiques faisaient des provocations, mais parler de génocide est absolument insensé. On n'est pas au Rwanda. Donc, si vous voulez, on n'est pas en Arménie en 1915 avec les Turcs. Ce n'est pas la situation des Juifs en Europe. Donc, ça n'avait aucun sens. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y avait un deuxième point, si vous voulez, qui était quand même très avancé par le Kremlin, c'était la menace qui courait sur la Russie. Alors, que cette menace potentielle soit réelle, oui, et il est clair qu'il y a beaucoup à dire sur le comportement de l'OTAN depuis 1997. Ça, c'est tout à fait évident. 97, c'est-à-dire l'année de quoi ? 97, c'est l'année où on a décidé d'intégrer les anciens, ce qu'on appelait les pays de l'Est avant, c'est-à-dire les pays européens qui étaient avant sous la domination soviétique. Bon. Qu'il y ait un problème là, c'est tout à fait évident, et que, de ce point de vue-là, les Russes aient pu dire ça représente une menace potentielle. Ce n'est pas idiot, si vous voulez. On doit écouter ce qu'ils disent. Mais il n'y avait aucune menace réelle dans le moment. Et donc, d'une certaine manière, cette guerre est même contre-productive, puisqu'elle aboutit à quoi ? Elle aboutit pour l'instant à ressouder l'OTAN, et donc à aggraver la situation de sécurité de la Russie. Donc, si vous voulez, cette guerre ne pouvait se justifier en aucune manière, et c'est pour cela que je l'ai condamnée de manière très explicite. Alors, est-ce que cette guerre est une guerre de Vladimir Poutine, de l'élite russe dont vous avez parlé, des oligarques russes, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des visées économiques sur l'Ukraine. Est-ce que l'intérêt national russe est en jeu, là ? Alors, l'intérêt national russe exprimé en termes économiques n'est pas en jeu. L'Ukraine, bien sûr qu'il y a quelques ressources naturelles, mais il y en a beaucoup plus en Russie qui ne sont toujours pas exploitées, donc c'est pas un problème réel. Et il faut savoir aussi que la région du Donbass, même tout simplement les deux républiques autoproclamées, étaient des régions pauvres. Vous savez, c'est exactement comme si cette guerre se passait dans le nord. C'est comme si entre Valenciennes et Denain, enfin, comme si Valenciennes proclamait son indépendance, que Denain restait au gouvernement français et qu'il y avait des combats sur une ligne de front entre Valenciennes et Denain. C'est à ce niveau, si vous voulez, que se situe cette guerre. On est d'enjeu stratégique. Voilà, on est dans un ancien pays minier, qui reste d'ailleurs un pays minier d'ailleurs. Et il faut souligner qu'une partie de la production de charbon qui avait lieu dans les républiques autoproclamées continuait d'aller en Ukraine. Bon. Donc, on est à un niveau d'enjeu stratégique, en réalité, très faible. Après, il y a un enjeu symbolique. Et cet enjeu symbolique, il peut se comprendre sur deux points. Tout d'abord, il y a la question de ce qu'on appelle les populations russophones. Alors, oui, une grande partie de l'Ukraine parle russe. Si vous voulez, la question linguistique en Ukraine est une question compliquée parce que l'Ukraine... une partie a été dans l'Empire tsariste, mais une autre partie a été avant 1914 dans l'Empire austro-hongrois. Donc vous avez en Ukraine une population qui ne parle que russe, une population qui parle le russe et l'ukrainien, et qui parle en réalité très souvent un dialecte qu'on appelle le sourgik. Bon. Une population très vers l'ouest, qui parlent l'ukrainien et le polonais, et puis vous avez des petites populations qui parlent le hongrois et le tchèque. Bon, donc ça c'est... Après, considérer que toute personne qui parle russe est russe, c'est assez affligeant
comme raisonnement, ça serait considérer que les Suisses francophones devraient être français, que les Belges francophones devraient être français. Bon, on voit bien que ça n'a pas de sens. Il y a une deuxième manière de voir les choses, qui est cette idée que, en réalité, les frontières actuelles de l'Ukraine sont des frontières qui sont administratives, qui ne sont pas les frontières historiques. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais c'est le problème de la dissolution de l'Union soviétique. Dans l'Union soviétique, le gouvernement soviétique décidait d'attribuer à telle ou telle république tel ou tel parti, parce que tout le monde savait très bien que c'était une attribution purement formelle. Ainsi, la Crimée a été attribuée à l'Ukraine dans les années 50 par Nikita Khrouchtchev, mais pendant très longtemps, elle avait été considérée comme russe. Et en réalité, la population qui vivait en Crimée se sentait profondément russe. Donc, on a ce problème de frontières administratives. Ce n'est pas le seul coin du globe où ce problème se pose par ailleurs. La décision qui avait été prise en 91, 92, 93, enfin dans les années de dissolution de l'Union soviétique, était de considérer qu'il fallait faire avec. Mais alors, on pouvait se poser la question de savoir, et si les populations décident de se rattacher à tel ou tel pays? Et c'est le cas en particulier de la Crimée, où il y avait eu, à 2 reprises, un référendum qui demandait le rattachement à la Russie. Bon. Ces référendums avaient été rejetés par le gouvernement russe de l'époque, celui de Boris Yeltsin, si vous voulez, sur la base d'un compromis suivant qui était passé avec le gouvernement ukrainien. Vous laissez l'autonomie linguistique et culturelle à ces populations et on reconnaît qu'elles sont ukrainiennes. Or, malheureusement, lors de la révolution du Maïdan, en 2014, le gouvernement qui arrive à la place de l'ancien gouvernement, qui était plutôt pro-russe, qui jouait un petit peu une politique de bascule entre l'Union européenne et la Russie, et qui était surtout un gouvernement complètement corrompu. Il faut dire les choses. Bon. Ce nouveau gouvernement a décidé, parce qu'il était très structuré par les nationalistes ukrainiens, a décidé de supprimer, en réalité, cette forme d'autonomie. Et là, les populations ont considéré qu'elles pouvaient faire valoir leur droit à la sécession. Bon. Donc, c'est une question qui est compliquée. Dans le cas de l'Ukraine, il y avait un accord, et effectivement, cet accord ayant été violé, on peut comprendre la réaction et des Russes et de la population de Crimée. Sur la population du Donbass, la réalité, ça aurait été ce qui était d'ailleurs dit dans les accords de Minsk de 2015, ces accords où ont été associés la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Ça consistait à dire ces territoires sont ukrainiens. D'ailleurs, pendant très longtemps, le gouvernement russe ne les a pas reconnus. Il les a reconnus là, il les a reconnus en février. Ces territoires sont ukrainiens, mais vous devez mettre en place un système fédéral qui assure une certaine autonomie. Bref, nous avons l'ensemble de ces raisons qui posaient des problèmes dont certains étaient réels, mais aucun de ces problèmes ne justifiait la guerre actuelle. Et donc, si vous voulez, la décision d'aller à la guerre, elle ne s'explique, à mon sens, ni par des motifs économiques, ni par des motifs culturels, linguistiques. La seule chose qui pourrait les expliquer, mais qui ne la justifie pas, c'est effectivement une préoccupation de sécurité. Et on comprend pourquoi l'élite politique russe, qui est effectivement, depuis maintenant une quinzaine d'années, extrêmement sensible à ce qu'elle considère comme être des menaces contre la sécurité de la Russie, on comprend pourquoi elle a pris sa décision, mais on comprend aussi pourquoi elle a pris une décision qui était profondément erronée. Et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que la guerre
actuelle ne renforce en rien la sécurité de la Russie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vietnamisation, c'est-à-dire un mouvement anti-guerre puissant à l'intérieur des frontières russes qui, finalement, opérerait comme les mouvements anti-guerre aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam et pendant d'autres épisodes guerriers? L'opinion russe est quand même très proche de l'Ukraine et des Ukrainiens. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de fraternité ou en tous les cas de proximité qui est évident, qui d'ailleurs s'appuie sur le fait qu'il y a plusieurs millions d'Ukrainiens ou de personnes d'origine ukrainienne qui vivent actuellement en Russie. Vous avez des étudiants ukrainiens dans les universités russes. Dans le cours que je donne tous les ans à l'université de Moscou, j'en avais. Bon, donc c'est des choses, si vous voulez, qui sont réelles. Maintenant, parler d'un mouvement anti-guerre sous la forme d'une vietnamisation, c'est se tromper de société et c'est une analogie qui est fausse. Il peut y avoir un mouvement anti-guerre, comme le mouvement anti-guerre qui avait eu lieu lors de la première guerre de Tchétchénie. La première, pas la deuxième, hein, pas celle qui a commencé en 2019. Et ce mouvement anti-guerre, il s'appuyait essentiellement sur le mouvement dit des mères de soldats qui voyaient arriver les cercles. Il faudrait, de ce point de vue-là, que cette guerre se prolonge, non pas en termes de semaines, mais qu'elle se prolonge sur plusieurs mois, voire que l'on s'installe dans une situation où l'armée russe serait durablement en Ukraine avec des effectifs importants, car il faut rappeler que les effectifs qui se battent actuellement sont faibles. On parle au mieux de 120 000 hommes. Ce n'est même pas la totalité des effectifs qui étaient prépositionnés autour de l'Ukraine. Il faut toujours avoir ça en tête. Bon. Donc, si on entrait dans ce type de logique, oui, on pourrait penser qu'il y ait ce type de mouvement. Mais très clairement, ce n'est pas vers cela que l'on s'oriente. Et en même temps, c'est difficile de le dire, puisque Vladimir Poutine nous a déjà surpris. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas occuper le territoire, selon votre conception, votre compréhension de ça? Il ne peut pas. Enfin, si vous voulez, je ne pense pas qu'il puisse le faire pour une raison très simple. C'est que le coût humain, politique et économique serait au-dessus des moyens de ce que peut payer la Russie. Si vous voulez, il faut le dire très clairement. Après, la question qui se pose, c'est effectivement de savoir quelle est la nature du mouvement opposé à la guerre, ou plutôt, quelle est la nature de l'opinion publique en Russie. Car il y a une opinion publique, alors bien sûr, elle ne peut pas s'exprimer à la télévision est très largement contrôlée, mais je signale qu'il y a des organes de presse qui ne sont pas contrôlés. Vous avez des journaux, qui sont des journaux qui n'ont pas hésité à prendre des positions publiquement contre la guerre. Vous avez des revues, enfin des hebdomadaires, comme Expert, qui sont des hebdomadaires extrêmement ouverts. Vous avez des revues. Bon, il y a malgré tout une forme de pluralisme. Bien sûr, on peut considérer que ce pluralisme n'est pas satisfaisant, je suis d'accord, mais il y a une forme de pluralisme qui existe. Donc, ce que l'on perçoit de la réaction de la société russe, c'est une minorité de la population russe, essentiellement des gens qui vivent dans des grandes villes, comme Moscou, comme Saint-Pétersbourg, bon, est opposée à la guerre. C'est celles qui manifestent, c'est celles qui sont arrêtées. Alors on dit toujours les arrestations. Bon, en règle générale, c'est des arrestations, vous êtes conduit au poste, on prend votre identité, on vous relâche. Moi qui ai fait quelques manifestations dans 68 et après 68, c'est pas très différent de ce qui se passait à l'époque. Bon, je ferme la parenthèse. Ça représente probablement 10% de la population, 10 ou 15%. Il y a une autre partie de la population qui soutient l'idée de la guerre, qui le soutient soit par nationalisme, qui est un vecteur idéologique très puissant en Russie, qui le soutient par confiance dans le gouvernement. Il faut rappeler quand même que Vladimir Poutine était soutenu avant la guerre, je parle d'avant la guerre, entre 60 et 65% de la population. Donc c'est quand même un taux d'approbation qui est extrêmement élevé dans un pays. Bon. Et puis il y a surtout une partie de la population, et c'est ça qu'on ne voit pas, qui n'a pas pris position. Qui n'a pas pris position parce qu'elle se dit
Peut-être que cette guerre est en fin de compte justifiée, peut-être qu'elle ne l'est pas, nous n'avons pas assez d'informations, et qui surtout pourrait, elle, changer de position, se révéler contre la guerre, si cette guerre durait. Et c'est l'une des raisons qui me font penser qu'aujourd'hui, le pouvoir du Kremlin, enfin la direction russe, ne peut pas se permettre de faire durer cette guerre trop longtemps. Le problème n'est pas les gens qui sont contre la guerre. On savait qu'ils étaient contre. C'est grosso modo, si vous voulez, les 10 à 15% de Russes qui sont opposés à Vladimir Poutine. Bon. Mais c'est le fait que, pour la première fois, il y a un espèce de centre, de ventre mou dans la société russe qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Justement, vous dites qu'il est donc important qu'il y ait une sorte de sortie de crise pour les deux camps, pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Alors, il y a des discussions qui sont très peu médiatisées, surtout ici, mais il y a des discussions qui ont lieu de manière discrète. Est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose où il faut d'abord attendre? Parce que le gouvernement français, Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent estiment que c'est encore trop tôt et il faut d'abord une sorte d'épreuve de force avant les négociations. Alors qu'il y a des négociations qui commencent déjà, est-ce que quelque chose filtre de ces négociations? Plusieurs choses à dire. Oui, il y a des négociations et en fait, elles ont existé dès le premier jour de la guerre. On n'a jamais cessé de se parler entre Ukrainiens et Russes. Bon, ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, que ce soit du côté ukrainien comme du côté russe, on fait état de progrès significatifs dans ces négociations. Et on peut le regretter, mais l'entremetteur essentiel dans ces négociations, ça a été Israël. Le gouvernement israélien a joué un rôle très positif là-dessus, alors que, malheureusement, le gouvernement français, Emmanuel Macron, le gouvernement allemand... Emmanuel Macron qui s'est quand même beaucoup agité. Il s'est agité, il n'a pas été efficace, parce qu'il n'a pas su comment parler et comment se comporter. Et d'une certaine manière, les dirigeants israéliens, qui ont plus de bouteilles qu'Emmanuel Macron, il faut bien le reconnaître, qui sont aussi dans une logique, même si elle est paranoïaque, qui n'est pas sans rappeler la paranoïa russe, d'une certaine manière, étaient peut-être mieux situés intellectuellement pour pouvoir servir d'entremetteur. Bref, nous avons ces négociations. Alors, il y a Israël, mais il n'y a pas qu'Israël dans ces négociations. On parle aussi de la Turquie. Oui, de la Chine. Turquie qui a accueilli, mais c'est essentiellement Israël qui a fait les négociations. On parle de la Chine aussi. Oui, alors l'intervention de la Chine me semble être pour l'instant relever plus du fantasme ou de la croyance occidentale que d'une réalité. Je ne dis pas que si ça devait durer, si par exemple les négociations actuelles échouaient, la Chine reprendrait la main, peut-être, peut-être pas, mais je serais, quant à moi, beaucoup plus prudent. Après, il faut toujours dire une chose. Les négociations et les combats ne sont pas antagoniques, malheureusement. Et on voit bien quelque chose qui est décisif, c'est la menace d'un effondrement rapide des capacités de combat de l'armée ukrainienne. Alors justement, vous êtes un assez bon connaisseur des questions géostratégiques, en plus de connaître l'économie. Vous pensez que l'Ukraine ne peut pas résister au feu russe parce que finalement on voit une belle résistance, mais vous pensez que ce n'est qu'une résistance qui ne peut pas devenir autre chose, passer à l'offensive et gagner des victoires, non. Y compris avec des aides militaires des pays de l'OTAN et de l'Union européenne? Alors, même compte tenu du niveau d'aide actuel, et je ne pense pas qu'on ira au-delà, non, l'armée russe est, je dirais, beaucoup trop forte pour l'armée ukrainienne. Et je rappelle une chose, c'est que les Russes, les militaires russes, n'ont pas engagé la totalité des forces qu'ils ont. Alors, bien sûr, on peut dire, oui, ils ont eu des problèmes de logistique. Ils se sont trompés sur le scénario initial de la guerre. C'est une évidence. Hein. Ils espéraient une capitulation assez rapide de oui, Volodymyr Zelensky. Oui, ils espéraient surtout que la partie russophone de l'Ukraine s'avère pro-russe.
Le fait d'être russophone ne veut pas dire qu'on est nécessairement pro-russe non plus, si vous voulez. C'est comme il y a beaucoup de francophones qui ne sont pas... Mais voilà. Donc, bon. Et ça a été une erreur évidente. Maintenant, il faut toujours rappeler une chose. L'armée russe n'a pas engagé la totalité de son potentiel rassemblé autour de l'Ukraine. Je ne parle même pas de son potentiel général, qui est encore plus important. Bien. Elle a une puissance de feu qui est en train, littéralement, d'user la puissance de feu de l'armée ukrainienne. Alors, sur la résistance ukrainienne, il faut toujours bien distinguer une chose. Il y a la résistance qui est offerte par l'armée régulière et celle qui est offerte par l'armée territoriale, voire les gens qui viennent s'agréger aujourd'hui à l'armée territoriale. La capacité de l'armée régulière, elle, est à peu de choses près à son point de rupture. Alors, on ne sait pas comment. Vous avez probablement vu la note qui a été publiée par le gouvernement, mais qui a été rédigée par le chef d'état-major de l'armée de terre, qui date du 9 mars. Cette note prévoit un effondrement assez rapidement de l'armée ukrainienne. Et je pense qu'on peut faire confiance là en ce que raconte le chef d'état-major. L'armée ukrainienne, en tant qu'armée, va s'effondrer. Ça ne veut pas dire que l'armée territoriale va s'effondrer, mais ça veut dire que l'armée ukrainienne ne sera plus en mesure d'offrir une résistance organisée, ce qu'elle fait pour l'instant, d'offrir une résistance organisée face à l'armée russe. Bien. Ça ne veut pas dire la fin de toute résistance. Ça veut dire que très probablement, des groupes vont se maintenir, que ce soit autour de Kiev, que ce soit devant Odessa, ou que ce soit dans l'ouest de l'Ukraine. Mais, d'une certaine manière, ça voudrait dire que les capacités de manœuvre de l'armée russe ne seraient plus freinées largement par l'armée ukrainienne. Donc, ça, c'est le point de rupture auquel on va probablement arriver d'ici, je ne sais pas moi, d'ici le 20 ou le 22 mars. Bon, mais c'est aussi quelque chose que le président Zelensky a dans l'esprit, et c'est pour ça qu'il doit absolument, s'il veut obtenir des conditions acceptables, obtenir un cessez-le-feu d'ici là. Alors justement, il est pressé, enfin, il pourrait être pressé justement d'un point de vue rationnel d'obtenir un cessez-le-feu avant de voir ses capacités militaires s'effondrer, mais au cas où finalement tout débouche vers une sorte de défragmentation, de fragmentation en réalité de l'armée ukrainienne et qu'on passe à des groupes armés autonomes de l'état-major, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on pense à nos fournitures d'armes à l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas un risque de type libyen? On se rappelle qu'en Libye, on a distribué des armes à des groupes anti-Kadhafi qui sont avérés des djihadistes. On voit aussi qu'en Ukraine, on parle de groupes d'extrême droite. Est-ce qu'il ne serait pas dangereux de fournir des armes alors qu'il y a une sorte de décapitation de l'état-major ukrainien? C'est un risque. Alors, ce risque est, à mon avis, plus faible que le risque qu'il y avait en Libye, hein, mais c'est un risque qu'on ne peut pas exclure, c'est une évidence. De même qu'on ne peut pas exclure l'existence de mouvements de guérilla, ce qu'on appelle la techno-guérilla, qui soient essentiellement sur la partie ouest de l'Ukraine. C'est quoi la techno-guérilla? La techno-guérilla, c'est une guérilla qui se fait avec des armes à haute technologie, alors que ce soit des missiles anti-chars, des petits missiles anti-aériens, voire des drones et des drones civils. Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter un drone civil, et sur ce drone civil, vous avez des caméras. Ça sert quand même de système de reconnaissance, ça peut être intégré. Vous avez même un ordinateur portable est aujourd'hui une arme assez puissante, puisque avec un ordinateur portable, je prends même l'ordinateur dont je me servais il y a une dizaine d'années, des gens du ministère de la Défense m'avaient montré comment faire fonctionner un système de conduite de tir de mortier ou d'artillerie sur cet ordinateur. Il suffisait simplement de reprogrammer une partie de l'ordinateur pour ce faire. Et ça peut être fait en quelques heures. Donc, vous avez cette capacité de combat qui existe. Et si on se rappelle que la partie ouest de l'Ukraine a vu une guérilla anti-soviétique se maintenir jusqu'à la fin des années 40, en réalité,
de 1945 à 1948-1949, c'est une réalité. Et je pense que les dirigeants russes en ont conscience, et c'est pour cela qu'ils vont chercher à obtenir un cessez-le-feu général. Après, le problème qui risque de se poser, c'est que, évidemment, le président Zelensky va devoir faire des concessions aux Russes, comme les Russes vont devoir faire aussi des concessions. Mais certaines des concessions que va faire Zelensky risquent de ne pas être acceptées par une partie de l'armée territoriale. Et donc, ce qui risque de se produire aussi, c'est qu'on ait un cessez-le-feu sur une partie de l'Ukraine, mais que sur une autre partie de l'Ukraine, on ait toujours des combats. Et là, évidemment, ça pourrait être utilisé comme argument par le gouvernement russe pour dire « Vous voyez bien, les Ukrainiens ne sont pas fidèles à leurs paroles, et ils disent vouloir le cessez-le-feu, mais ils continuent à se battre. » Mais le problème, c'est que ça révélerait en réalité une fragmentation politique au sein du gouvernement ukrainien. Alors justement, est-ce que, je reviens à la question des groupes autonomes, est-ce que ce ne serait pas un problème de sécurité globale pour l'Europe si on avait des groupes autonomes qui recevaient beaucoup d'armes ? On ne peut pas l'exclure, on ne peut absolument pas exclure ça, même si on peut penser que pour l'instant, ce risque est faible, si vous voulez, parce que les principales milices d'extrême droite, elles sont engagées contre l'armée russe, essentiellement autour de Mariupol, ce qui explique peut-être la violence des combats à Mariupol. C'est là où était stationné le bataillon Azov. Alors, on parle de bataillon, en fait, c'est 4000 hommes, hein, c'est plus qu'un bataillon. Et c'est là aussi où il y avait un certain nombre d'unités, où il y avait des membres de secteur droit, de Pravi Sector. Bon. Mais on ne peut pas exclure non plus que dans la partie de l'armée territoriale qui est autour de Lviv, pardon, excusez-moi, je prononçais à la russe, de Lviv, là, on est des gens qui soient plutôt proches de ces mouvements d'extrême droite et qui décident de refuser un cessez-le-feu. Bon, c'est une possibilité, on n'en est pas là, et je continue de penser que dans l'état actuel, ce risque est plutôt faible. Alors, est-ce que quelque part, en France et ailleurs, l'enjeu de cette guerre n'est pas aussi l'émergence d'une sorte de chauvinisme européen? Je le dis parce que on a eu le coup des réfugiés qui nous ressemblent en France, on a même en Ukraine un regard différencié sur les gens qui fuient la misère. Est-ce que c'est pas quelque chose comme ça qui pourrait finalement naître? Parce que on sait qu'il y a des fédéralistes européens qui voudraient que naisse une nation européenne. Est-ce que c'est pas une bonne occasion de faire advenir une nation européenne dont, je sais pas, l'Alsace-Lorraine serait l'Ukraine? Alors, oui, que certains parmi les plus fédéralistes aient ce rêve, c'est probable. Parce que là, déjà, en fait, les fédéralistes ont quand même réussi à faire interdire un média, RT, ce qui en France est dans les compétences de l'ARCOM. Attendez. La décision d'interdiction de RT France, dans chaque pays, ce sont les autorités du pays qui ont pris la décision. Alors, l'ARCOM a des procédés, des processus qui n'ont pas été respectés. Ça ne relevait pas de l'ARCOM, ça relevait des sanctions. Et donc, l'ARCOM n'était pas impliqué dedans. Mais les sanctions sont passées par qui, finalement? Les sanctions, elles ont été proposées par l'Union européenne et elles ont été appliquées pays par pays. Par quelle instance en France? L'instance, là, c'est le gouvernement. Et il y a une décision du Conseil d'État. Ce n'est pas l'ARCOM. Hein. L'ARCOM n'avait à juger que la qualité ou la véracité, d'une certaine manière, de ce qui était émis sur RT France et sur Radio Sputnik. L'ARCOM n'a pas réussi à monter un dossier contre ces deux médias. Donc ce n'est pas une décision de l'ARCOM. Justement, en fait, ce qui veut dire que quand même, une décision d'inspiration européenne s'est appliquée en France. On voit, pendant la crise du Covid aussi, on a vu une montée en puissance d'institutions européennes. Est-ce qu'il n'est pas possible que cette guerre, sur le terrain militaire et sur le terrain stratégique... Il faut revenir un petit peu à la réalité.
vous avez des décisions qui sont proposées par la Commission européenne. Après, c'est le Conseil des gouvernements qui prend les décisions. Et à partir du moment où ce Conseil prend la décision, par exemple, de bannir les chaînes russes sur le territoire de l'Union européenne, c'est à chaque gouvernement qu'il revient de prendre la mesure de bannissement à l'intérieur de son pays. Donc, que la question ait été discutée au niveau européen, oui, mais la responsabilité première de cette décision revient néanmoins au gouvernement français, ou au gouvernement allemand, ou au gouvernement italien. De facto, c'est dans les 27 pays que finalement ça a eu lieu. Oui, mais c'est mis en œuvre par les gouvernements, et chaque gouvernement peut à un moment donné se refuser de le faire. Si vous voulez, c'est un point qui est important. Il faut toujours rappeler ici que l'Union européenne n'a des dents que celles des gouvernements des pays membres. Et que donc, d'une certaine manière, l'Union européenne ne peut pas imposer quelque chose à ces gouvernements. C'est bien parce que les dirigeants de ces gouvernements se sont mis d'accord sur une telle décision qu'ils vont après l'appliquer dans leur pays. Alors justement, est-ce que vous pensez donc que l'hypothèse de la construction par la guerre d'une nation européenne, elle est... Non, elle restera non avenue. Alors, ne serait-ce que parce qu'on voit monter les contradictions au sein des pays européens. Sur la question, par exemple, du gaz et du pétrole, il y a des pays de l'Union européenne qui ne peuvent pas s'en passer. La question de ces importations de gaz russe a pesé sur le sommet de Versailles qui vient de se dérouler. Est-ce que l'Europe peut se passer de gaz russe aujourd'hui? Non. La réponse est non. La réponse est non. Alors, certains pays peuvent s'en passer, le cas de la France, grâce en particulier au parc électronucléaire que nous avons, mais il faut savoir que si on supprimait du jour au lendemain la totalité des importations de gaz de Russie, il faudrait multiplier par 4 nos capacités de regazéification du gaz liquide, du LNG, ou du GNL plutôt en bon français, que nous recevons. Et ça, construire l'ensemble de ces installations, ça prendra une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas le faire pour l'instant. Ça, c'est très clair. Et c'est pour ça que, sur la question de l'énergie, il n'y aura pas d'accord. Et d'ailleurs, quand on voit les mesures qui ont été prises par le sommet européen de Versailles, il y a de quoi rire. Attendez, on a décidé d'interdire l'importation du caviar. Je signale que ça fait un certain temps que le caviar n'est plus importé parce que la Russie a mis un ban sur les exportations de caviar. La vodka, bon d'accord, on boira de la vodka finlandaise. Et les diamants. Les diamants, ce n'est pas les Russes qui les vendent. La Russie vend ses diamants par des intermédiaires. Et donc, les diamants russes que l'on achète, il faut savoir que le diamant, c'est important dans l'industrie, pas tellement la joaillerie. Bon, dans les diamants dont on a besoin en matière industrielle, ils sont achetés à des sociétés et on ne sait pas si le diamant que vous achetez, il vient d'Afrique du Sud, de Russie, du Libéria. Bon, ce sont des diamants. Point barre. Donc, là encore, ça n'a pas une efficacité réelle. On voit bien pourquoi il y a eu aussi peu de réactions. Parce que, en réalité, il y a des divergences extrêmement importantes au sein des pays membres. Alors, si on voulait jouer les Madame Soleil, la guerre active, cette guerre violente, cette guerre tragique et meurtrière, on pourrait entreapercevoir son terme quand? Normalement, si on tient compte des négociations qui sont aujourd'hui entamées, on peut penser que cette guerre pourrait se terminer vers le 20, 21, 22 mars. Bien. Mais il y a toujours le risque, et ce risque ne peut pas être écarté, que ces négociations capotent, pour une raison ou pour une autre,
soit que les Russes veuillent faire monter les enchères trop haut, soit que les Ukrainiens ne soient pas capables, d'une certaine manière, de prendre une décision. Et il faut toujours rappeler que, on parle beaucoup du président Zelensky, mais le président Zelensky est à la tête d'une structure gouvernementale qui était terriblement critiquée par les Ukrainiens avant l'invasion russe, que cette structure gouvernementale est dysfonctionnelle, avec le poids des oligarques et de différents groupes de pression, et que donc j'ai peur que la liberté d'action du président Zelensky reste relativement réduite. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent à un moment donné provoquer un échec des négociations qui ont lieu. Là, on peut penser que la guerre durerait encore 2 à 3 semaines parce qu'on ne voit pas l'armée ukrainienne, même compte tenu, si vous voulez, des ventes d'armes qui sont faites aujourd'hui par les pays de l'Union européenne, on ne voit pas cette armée ukrainienne pouvoir résister au-delà. Ajoutons le fait que la destruction de bases militaires et d'aérodromes militaires dans l'ouest de l'Ukraine, qui a été entreprise depuis à peu près le 10-11 mars par l'armée russe, signifie en sorte, c'est un message qui est envoyé, vous pouvez toujours envoyer des armes, on va les détruire dans les dépôts où elles sont entreposées. Et donc, le nombre d'armes qui arrivera réellement aux combattants risque d'être très limité. Évidemment, il faut espérer que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Et il faut surtout espérer que dans les négociations qui vont s'ouvrir sur le futur de l'Ukraine, parce que la guerre n'est qu'un état transitoire. Ce qui importe, c'est la paix. Il faut que l'on ait une paix qui soit acceptable. Et je redis là ce que j'ai écrit dans l'hebdomadaire Marianne au début de la guerre. Toute solution qui impliquerait une mise en tutelle de la démocratie, une suppression de la démocratie en Ukraine n'est pas acceptable. Autant on peut discuter de la neutralité de l'Ukraine, autant on peut discuter du désarmement de l'Ukraine. Après tout, ces formes de traités ont existé déjà dans l'histoire européenne depuis 1945. Donc il n'y a rien de scandaleux là. Autant la volonté de la Russie d'imposer, sa volonté politique à l'Ukraine, ça c'est inacceptable. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons fait une grave erreur dans la gestion des sanctions. Une partie des sanctions que nous avons déjà utilisées ne sera plus disponible pour chercher à dissuader la Russie d'aller jusqu'à ce point de rupture. Je pense que nous aurions dû garder en réserve toute une partie des sanctions qui ont été d'ores et déjà appliquées, parce que le véritable enjeu, si vous voulez, c'est assez atroce ce que je vais dire, mais il faut comprendre ce que ça signifie. Ce n'est pas l'arrêt immédiat de la guerre. Bien sûr que c'est atroce parce qu'il y a des civils qui meurent. Mais le véritable enjeu est en réalité l'enjeu politique de savoir quel sera le statut de l'Ukraine dans la paix. Et c'est là-dessus que l'on aurait dû, en réalité, se concentrer dès le départ. Merci beaucoup, Jacques Sapir. Donc, je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de la Russie, spécialiste aussi des monnaies. En fait, on aurait pu avoir une conversation de 2 heures qui serait toujours très passionnante. Vous êtes auteur de ce livre, le grand retour de la planification, avec point d'interrogation, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'était un plaisir de discuter avec vous. Le média est un média indépendant qui ne vit que des cotisations et des abonnements de ceux qui l'aiment, des dons également. Et donc, pour avoir cet espace, cette fenêtre de liberté, entrez dans la communauté des soutiens du média. Merci beaucoup.